Alors, qui sommes-nous? Donc, on est deux structures, anciennement sur le département du Rhône, désormais découpées en deux. Bon, ça commence à faire un moment. Donc, il y a la métropole de Lyon, avec l'ALEC de Lyon représenté par Sylvain aujourd'hui. Les locaux se trouvent à Villeurbanne, 37 salariés environ. Et la même structure, donc les mêmes objectifs, les mêmes missions, mais sur le Rhône hors métropole de Lyon, qu'on appelle aussi le Nouveau Rhône, se trouvent nos locaux dans la gare des Brotteaux et nous sommes actuellement 17 salariés. Nos deux structures sont membres du réseau national France Rénov', qui est le service public de la rénovation de l'habitat. Donc l'objectif, c'est d'apporter des conseils gratuits, neutres et indépendants aux particuliers sur les travaux de rénovation énergétique. Donc peut-être que vous avez connu France Rénov sous un autre nom, puisque on change régulièrement, histoire de se renouveler. On a été Espace Info Énergie, nous sommes devenus FAIR et nous sommes désormais France Rénov. Derrière tout ça, les mêmes structures et les mêmes salariés compétents. Et encore, on les a pas tous mis. Alors, quel est notre rôle? Eh bien, en fait, voilà, on est un service gratuit, neutre, indépendant, donc on ne vend rien, on n'a pas d'intérêt commercial. Ça, c'est très important. On prend des rendez-vous pour discuter avec vous, faire un état des lieux de votre logement, vous apporter des conseils techniques sur les travaux à réaliser, les coûts que cela peut représenter, les aides financières associées à différents scénarios de travaux, et puis on peut parler aussi de l'aspect environnemental de cette rénovation en apportant des choix, des solutions techniques avec un impact environnemental réduit. On connaît l'intégralité des aides financières de l'échelle nationale à l'échelle locale. Voilà. Et c'est un service qui est financé donc à l'échelle nationale par l'ANA, à l'échelle départementale par la métropole Grand Lyon et par le Rhône. Et puis, dans le cas du département du Rhône, on a toutes les communautés de communes qui viennent cofinancer le service et aussi le dispositif de certificat d'économie d'énergie. Je te laisse reprendre la main. Donc effectivement, merci Jessica. On va aborder donc quelques notions générales. Et puis ensuite, on va voir plusieurs parties. Le confort d'été, il peut être la résultante d'un certain nombre de choses. Donc évidemment, il y a le volet gros travaux, donc le volet conception-rénovation d'un bâtiment pour optimiser le confort d'été. On prendra un temps de questions-réponses. On verra les bonnes pratiques pour maintenir un bon confort d'été. Et puis, on abordera les systèmes de rafraîchissement passif et les bons usages de la climatisation. Et donc, voilà, à chaque fois, un temps de questions-réponses. Donc, vous pourrez poser vos questions dans l'onglet QR. Et puis, on essaiera de regrouper les questions et d'y répondre au mieux possible, sachant que de toute façon, si vous avez des projets particuliers, on a nos collègues conseillers énergie-climat qui sont tous les jours aux heures de bureau à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets. Donc, les notions générales. Comment on va définir le confort d'été? Donc, le confort d'été, c'est un ensemble de paramètres sur lesquels il est possible d'agir pour réduire la surchauffe estivale qui rend inconfortable un logement. On ne va pas vous apprendre que dans le cadre du dérèglement climatique, il y a une augmentation du nombre de jours de canicule qui risque de ne faire qu'augmenter dans les prochaines décennies. Et du coup, eh bien, il faut qu'on essaye, dans la mesure du possible, de faire en sorte de moins subir ça et de rendre nos logements un peu plus agréables à vivre. Donc les paramètres, bah, ils sont liés à la conception et à la gestion du bâtiment. Ils sont liés à certains éléments physiologiques, notamment l'âge, l'activité. Et donc, les paramètres qui influent sur le confort thermique, donc on va retrouver la vitesse de l'air et sa température. On va retrouver la température des parois, le rayonnement solaire sur l'occupant, la tenue vestimentaire, l'activité exercée, et comme je vous disais, l'âge et l'état de santé, ce qui explique qu'on n'est pas tous égaux devant le froid ou le chaud. Et c'est vrai qu'on a, et vous avez sans doute suivi d'autres diaporamas, on a régulièrement organisé des diaporamas sur l'isolation, sur le chauffage,
où on réfléchissait peut-être plus ces dernières décennies à l'hiver, à isoler pour l'hiver. Les hivers sont plutôt, il y a plutôt une tendance à ce qu'ils soient de moins en moins rigoureux. Par contre, on va avoir une problématique estivale qui va être de plus en plus importante. Donc aujourd'hui, il faut aussi se penser à l'isolation pour avoir un bon confort d'été. Alors, dans les choses un petit peu techniques, il y a quelqu'un qui s'appelle Givoni, qui a fait le diagramme de Givoni. Et en gros, qu'est-ce qu'il nous dit ce diagramme? Il nous dit qu'en fonction de la vitesse de l'air, la zone d'inconfort, elle va fortement évoluer. En gros, il nous dit que plus l'air est en mouvement, plus il bouge rapidement, plus on va arriver à tolérer une température importante. Et c'est aussi lié à un autre paramètre qui est l'humidité relative de l'air. Euh, si on regarde un exemple, à un taux d'humidité de 40% et une vitesse nulle de l'air, on va pouvoir tolérer un maximum de 27 degrés. Alors qu'au même taux d'humidité, mais avec une vitesse de l'air de 1 mètre par seconde, la température maximale qui va être acceptée va être de 32 degrés, ce qui donc nous fait 5 degrés de plus. Et donc, évidemment, créer un courant d'air dans le logement permet d'améliorer grandement le confort ressenti. C'est notamment le cas quand on utilise un ventilateur. Pourquoi et comment se protéger de la surchauffe estivale? Donc, évidemment, hein, entre juin et septembre, mais bon, ça dépend des années, mais surtout quand la température extérieure est supérieure à la température intérieure de confort souhaitée, euh, si on veut éviter d'installer des systèmes actifs de rafraîchissement, on parlera tout à l'heure de la clim, de ses avantages et de ses inconvénients. Donc, on peut déjà commencer par concevoir ou rénover un bâtiment pour empêcher au maximum le chaud de pénétrer. On peut mettre en place des habitudes pour éviter de générer de la chaleur à l'intérieur, c'est ce qu'on va appeler les apports internes. On peut mettre en place des habitudes pour se protéger de la chaleur au bon moment. Évidemment, favoriser un renouvellement d'air pour déstocker la chaleur, ça c'est des choses qu'on va plutôt mettre en place la nuit. Et puis, quand on n'a vraiment pas le choix, quand on est éventuellement sur des orientations ou dans des logements collectifs où il est difficile de faire voter des travaux d'ampleur, quand on est sous des comptes par exemple, on peut éventuellement penser à installer des systèmes performants pour limiter cet inconfort estival. Sur la partie donc conception-rénovation, donc il faut savoir que la courbe du soleil varie fortement au fil des saisons. En hiver, le soleil est plutôt bas sur l'horizon, et là, on va avoir plutôt un intérêt à récupérer ces apports solaires passifs, puisque ça va permettre de faire un préchauffage, donc de réduire la facture de chauffage. En été, le soleil il est beaucoup plus haut sur l'horizon, et là, évidemment, c'est là qu'on ne veut pas qu'il rentre. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place, en tout cas quand on part d'un terrain vierge. C'est notamment travailler sur la disposition des espaces, donc mettre les espaces tampons côté du nord, ça c'est plutôt pour l'hiver. Et puis du coup, côté du sud, mettre éventuellement, notamment sud et ouest, mettre en place de la végétation à feuilles caduques. C'est-à-dire qu'en gros, quand les arbres seront en feuilles, ça fera de l'ombre au logement, ça évitera que le soleil tape directement. Et puis on peut coupler ça aussi avec ce qu'on appelle des casquettes solaires, donc des protections qui vont pouvoir protéger le logement et notamment les vitres pour éviter que le soleil tape directement sur ces vitres. On pourra compléter avec d'autres systèmes, on en parlera tout à l'heure. L'orientation, donc voilà, bon, il y a un certain compromis à trouver. Les pièces de vie, on va plutôt les mettre côté du sud, on va plutôt mettre les pièces qui n'ont pas besoin des mêmes températures plus sonores. On peut avoir des espaces tampons, type cellier, garage, etc. au nord pour nous protéger du froid en hiver. Et donc les pièces de vie vont être plutôt à l'est, à l'ouest. Et là, on va avoir un rayonnement direct important puisque le soleil peut pénétrer loin dans le logement. Et donc là, il va être important de mettre en place des protections verticales. Donc que ça soit de la végétation, que ça soit ce qu'on appelle des BSO, des brises solaires. Et donc on mettra donc voilà ça c'est un plan on va dire un petit peu schématique. Le Ça reprend un petit peu ce que j'avais dit. Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'on va opter aussi pour des couleurs claires
qui vont réfléchir la lumière et la chaleur. Bon, ça, c'est des notions d'albédo. Éviter évidemment de concentrer la chaleur. C'est exactement comme quand on a une voiture noire et puis une voiture blanche à côté. Bah, si on s'amuse à prendre les températures, au bout de quelques minutes sur un parking, on voit bien que la voiture noire va concentrer beaucoup plus la chaleur. En termes de protection solaire, donc on va voir que vous avez différents types de volets. Donc il y a vraiment différentes options. Une bonne partie des volets classiques vont occulter quasi totalement la lumière. Ce n'est pas forcément ce qu'on va rechercher en été, puisque si vous occultez totalement la lumière, vous vous retrouvez obligé d'éclairer les lumières artificielles, et du coup, vous allez consommer de l'énergie, et surtout, vous allez avoir des apports internes, puisque même si les ampoules d'aujourd'hui sont plus performantes que les ampoules à incandescence ou halogène qu'on utilisait il y a quelques années, même sur les fluos compacts ou sur les LED, il y a un dégagement de chaleur. Donc, on va rajouter des apports internes. L'idéal étant d'aller plutôt sur ce qu'on appelle les BSO, donc les brises-soleil orientables, qui s'inspirent des jalousies lyonnaises traditionnelles et qui permettent, on va dire, d'avoir des ailettes orientables et donc de laisser passer une partie de la lumière, mais en bloquant le rayonnement solaire direct. Ça, effectivement, c'est quelque chose de très, très efficace. Donc, on va voir, comme je vous disais, les différents types de casquettes, de stores, de végétation. Donc, que ça soit des arbres, que ça soit des plantes grimpantes qu'on va faire cascader sur par exemple, on peut faire des petites avancées, tirer des câblettes pour faire partir de la végétation, voire végétaliser même carrément les murs. Voilà, bon, sur des stores, ils peuvent tenir jusqu'à une certaine vitesse de vent, mais aujourd'hui, vous avez tout un tas de systèmes aussi de pergola. Donc, effectivement, il y a quand même un grand, grand nombre d'options pour permettre d'éviter au soleil de taper directement sur les vitres, parce que ça, bah, ça peut devenir une catastrophe en été, et en particulier en plus si vous avez juste devant les baies vitrées, si vous avez des terrasses en béton qui vont en plus encore accumuler de la chaleur. Donc voilà, c'est en tout cas des choses qui peuvent paraître assez évidentes, mais, voilà, on a aujourd'hui, la technique nous permet d'avoir des systèmes de plus en plus performants. Sur les fenêtres de toit, donc on a un certain nombre d'options. Vous avez, bon, vous avez ce qu'on appelle les Velux qui peuvent aujourd'hui donc être totalement fermés, et notamment certains Velux sont équipés de petites cellules solaires qui nous permettent justement de ne pas avoir besoin de les raccorder à l'électricité et du coup pouvoir les descendre en journée quand le soleil tape dessus. Bon, vous avez tout un tas d'options de chiens assis et d'autres systèmes de fenêtres qu'on peut incorporer en toiture qui nous permettent bah, effectivement de faire rentrer de la lumière quand on a besoin d'en faire rentrer, mais évidemment, il faut être capable de s'en protéger aux heures les plus chaudes de la journée. Sur l'enveloppe, là, il y a une règle. Cette règle, c'est favoriser l'isolation par l'extérieur. Et ça va être aussi utile en été qu'en hiver. Euh, Ensuite, vous avez différents matériaux. Le but du jeu, c'est bon, ça va être de conserver un maximum d'origine, maximum pardon, d'inertie. Donc vous avez vos murs. Sur ces murs, vous allez venir plaquer des panneaux d'isolant et ensuite on va avoir des enduits de finition ou des bardages bois, des vêtures qui vont permettre d'avoir on va dire un rendu visuel qui peut être relativement varié. La plupart du temps, donc on va avoir des isolants qui vont être en plaques un peu épaisses, hein. Quand on parle aujourd'hui d'isolation par l'extérieur, on va couramment sur du 15 cm d'épaisseur. Et on va souvent avoir des systèmes de chevilles, de colle qui vont nous permettre de plaquer ces enduits sur le mur et donc de les visser, de les fixer avant de faire la finition. Par contre, vous avez différentes options au niveau du choix des matériaux. Vous avez à la fois les matériaux classiques, on va retrouver toutes les laines minérales, on va retrouver tous les produits pétroliers type polystyrène. Et puis, vous avez des matériaux qu'on appelle biosourcés, qui sont des matériaux qui vont être soit des déchets, soit des sous-produits d'autres industries. Et là-dedans, bah, on va y mettre la ouate de cellulose, le chanvre, la fibre de bois, etc., etc. Et la fibre de bois a un intérêt relativement important puisque
puisqu'elle permet on va dire un déphasage. Voilà, c'est un matériau relativement intéressant sur ce confort d'été qui va être plus performant que la plupart des autres matériaux. Bien évidemment, sur des canicules qui vont durer de plus en plus longtemps, à un moment, quand la chaleur est rentrée, il faudra quand même avoir d'autres pratiques mises en place pour pouvoir déstocker cette chaleur, notamment la nuit. Donc là, le but, hein, bah, c'est de privilégier des isolants qui sont denses et du coup qui permettent d'améliorer l'inertie des parois des bâtiments qui pourraient être à faible inertie, parce qu'effectivement, quand on a des logements qui ont été conçus il y a plusieurs décennies, à une époque où l'énergie coûtait pas cher, bah, souvent ils étaient très peu isolés, ils étaient peu performants, et du coup, bah, voilà, si on n'a pas la possibilité de repartir de zéro, ça devient important d'améliorer effectivement cette inertie. Donc ici, on a un petit tableau un peu synthétique. Justement, je vous ai parlé des isolants synthétiques où vous avez les laines minérales et les panneaux de polystyrène. Vous avez les isolants biosourcés et vous avez des isolants issus du recyclage comme la ouate de cellulose. On peut encore trouver tout un tas d'autres isolants. Et la plume de canard, par exemple, qui est un sous-produit de l'élevage. On est souvent assez proche en conductivité thermique, euh, mais pas toujours par contre sur la densité. Et on voit bien que les panneaux denses de fibres de bois ont une densité en kilos par mètre cube qui est nettement supérieure aux autres. Ce qui va nous intéresser, c'est les deux dernières colonnes. C'est à la fois la notion de déphasage, c'est-à-dire le temps que ça va prendre pour que la chaleur, on va dire, traverse un matériau. Et là, forcément, il faut avoir la valeur la plus importante possible. Et on a fait un petit résumé sur la contribution au confort d'été. Et là, on va s'apercevoir que les isolants synthétiques, les laines minérales sont moins performantes que la ouate de cellulose, que les autres isolants biosourcés et encore plus que les panneaux denses de fibres de bois, qui est aujourd'hui vraiment le système le plus performant. Donc voilà, sur l'isolation par l'extérieur, on est souvent sur des panneaux rigides, puisqu'il faut qu'on évite que le matériau vienne se tasser. Sur la boîte de cellulose, elle conviendra bien, par exemple, pour l'isoler des combles, notamment des combles perdus, parce qu'effectivement, si vous la mettez en vertical, au bout d'un moment, le produit risque de se tasser. Donc la notion de déphasage, bah, vous avez des matériaux qui ont des déphasages courts, d'autres qui ont des déphasages longs. Le déphasage, c'est le temps que met une température élevée pour traverser une épaisseur donnée de matériaux. Et donc forcément, plus ce déphasage va être long, plus longtemps, on va dire, la température extérieure mettra du temps pour rentrer à l'intérieur et pour faire monter la température de l'intérieur. Donc ça, c'est des notions hein, que mes collègues conseillers énergie-climat peuvent vous compléter. On n'aura évidemment pas le temps de tout aborder ce soir, de répondre à toutes les questions, mais c'est une première approche qui vous permet bah, d'aller plus loin. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure que ça vient. Euh, ce qui nous permettra d'avoir un petit matelas de questions pour quand on attaquera les différents temps de questions-réponses. Donc sur la végétalisation, j'en ai déjà parlé. Bon, il y a à la fois les végétaux à feuilles caduques, donc tout ce qui va être arbre, sachant que les arbres sont des climatiseurs naturels. Quand on regarde par exemple des photos à la caméra infrarouge, quand on voit les températures sur la ville de Lyon, et ben en fait on s'aperçoit que quand il y a des arbres, les températures au sol sont beaucoup plus basses que quand il n'y en a pas. Et ça joue vraiment sur plusieurs degrés, d'où le fait bah, qu'aujourd'hui, sur la métropole de Lyon, il y a des programmes de végétalisation hyper importants. Les végétaux sont des climatiseurs naturels. Après, effectivement, bah, il faut planter des arbres, de la végétation qui est adaptée à l'évolution du climat. Et donc, effectivement, on ne va pas pouvoir planter toujours les mêmes essences d'arbres. C'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup moins de platanes, qui en plus, eux, étant à l'époque reproduits par clonage, ont le même patrimoine génétique et donc sont assez sensibles aux maladies.
Et du coup, on voit de plus en plus d'autres espèces qui viennent prendre le relais, qui demandent moins d'eau. Et surtout, ce qui est important, c'est de faire évoluer les pratiques de plantation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne plante plus des arbres dans 1 mètre carré de terre et de crotte de chien, si je voulais faire mauvais esprit. Mais en fait, aujourd'hui, on décaisse beaucoup plus, on met de la bonne terre, on met aussi des cailloux qui vont servir à drainer, on met de l'amendement, et puis on fait en sorte de plus en plus d'avoir des enduits drainants. La plupart des pistes cyclables qui se font aujourd'hui sont en enduits drainants, et vous avez des systèmes, exemple sur le parvis de la Part-Dieu, côté Villette. La première fois où j'étais passé là, je me dis, mais les arbres, ils ont juste un petit rond et que du béton autour. Et ben en fait, non. En me renseignant un petit peu, ils ont des systèmes de joints drainants, ils ont des systèmes d'écoulement où les eaux de pluie ruisselle sont récupérées et sont réinjectées au niveau des racines. Et du coup, ça permet d'avoir des arbres qui vont effectivement pouvoir supporter les chaleurs beaucoup mieux. Donc voilà, les pratiques agricoles, enfin pas agricoles, les pratiques de plantation d'arbres évoluent et c'est tant mieux. Après, vous allez avoir tout ce qui va être plantes grimpantes. Donc là, il y en a beaucoup. Bon, ben, citer la vigne, glycine, bignone, des lierres, etc., des clématites, vous avez pas mal de choses, chèvrefeuille, jasmin, etc., etc. Donc ça, c'est aussi une bonne solution pour justement limiter la montée en température des murs. Et on voit très très bien, quand on prend la température d'un mur nu et d'un mur végétalisé, qu'il y a plusieurs degrés d'écart. Vous avez des systèmes de treilles qui peuvent permettre justement de faire monter cette végétation. Vous pouvez mettre des fixations dans les murs, par exemple entre 2 étages, et tirer des longueurs de câblettes pour faire partir de la végétation dessus. Donc voilà, il y a plein d'options. L'environnement autour, bah, vous avez la possibilité de mettre des pergolas et de végétaliser ces pergolas. On peut même allier l'utile à l'agréable avec des choses qu'on pourra manger. Donc vous avez des vignes, vous avez des kiwis, vous avez un certain nombre de cucurbitacées qu'on peut faire aussi monter et qui vont ruisseler. Aujourd'hui, on peut même, pour les gens qui connaissent, planter de la Christophine, qui est quelque chose plutôt tropical et qui marche très très bien maintenant chez nous. Donc voilà, on peut planter des haies écrans au rayon du soleil côté est, etc., etc. Alors, ouais, et prendre quelques questions. Je vais te laisser, Jessica, éventuellement me faire une sélection. Alors, il y a eu des questions très longues. Alors, je te les pose et puis si on n'a pas la réponse, on prendra le temps d'y répondre a posteriori. Est-ce que tu t'y connais en RT 2005? Et la question était, impose-t-elle une température maximale à ne pas dépasser? Alors ça, j'ai pas les infos en tête, en sachant que pour les gens qui nous écoutent, on est aujourd'hui plus soumis à la RT 2005. Les Mm. réglementations thermiques évoluent. Donc, il y a eu la RT 2012. Aujourd'hui, on est sur la RE 2020. Donc, à chaque fois, effectivement, les performances s'améliorent et c'est très bien. Mais généralement, ça concerne que le neuf. Donc, effectivement, d'où l'importance de s'attaquer à, à la rénovation du parc ancien. Et c'est vraiment important. Et nos deux structures interviennent aussi bien sur la maison que sur la copropriété. Parce qu'en fait, si on passe à côté de l'ancien, on passe à côté d'un gisement énorme d'économie d'énergie. Mais ça, effectivement, ça sera complété avec les collègues. Donc sur la question bonjour, bon ça va, bonjour aussi. Euh, Attends, je t'en récapitule une si tu veux, j'ai avancé sur d'autres questions. Il y en a une. Ah mince, je la retrouve pas là, mais je l'ai en tête. il y a Juliette, je vois, qui nous pose sur les brises-soleil si on a des matériaux format autre à conseiller. Là, on vous propose vraiment de contacter nos conseillers parce qu'effectivement, ça va dépendre de là où vous êtes. Ça va dépendre si vous êtes en maison où là, vous avez un peu plus la main généralement sur ce que vous pouvez faire, ou si vous êtes en copro où là, généralement, vous êtes soumis à un règlement de copropriété. Ça dépend si vous êtes sur des périmètres architecte, bâtiment de France, UNESCO, etc. Vous allez peut-être pas pouvoir faire ce que vous voulez non plus. Donc là, c'est vraiment entre guillemets intéressant de faire du sur-mesure. Il y a une question à laquelle j'ai partiellement répondu qui était, bon, on est en appartement, des travaux vont peut-être être votés à l'échelle de la copro, mais en termes d'isolation thermique par l'extérieur, est-ce qu'on a une idée de l'épaisseur de fibre de bois que l'on pourrait mettre pour apporter ce confort d'été?
Alors aujourd'hui, on va dire que, on parle on est habituellement sur à peu près 15 centimètres dans l'idéal. Après, c'est pas toujours possible. Parfois aussi, quand on a une copropriété, quand on a un immeuble qui effectivement est en bordure de trottoir, on n'a pas toujours la possibilité d'isoler le rez-de-chaussée. Parfois, tout dépend en fait de l'espace disponible. Donc voilà, il y a un certain nombre de contraintes. En tout cas, c'est au moins 10 centimètres. Ça sert à rien, par exemple, de faire une isolation par l'extérieur à 5 centimètres parce on considère qu'on va tuer le gisement. Si vous faites une isolation par l'extérieur, vous allez la faire pour un bon moment. Donc, tant qu'à faire les choses, autant les faire bien. Après, c'est vrai qu'on voit peu souvent des copropriétés avec de la fibre de bois parce que c'est souvent plus cher que les matériaux classiques. Et pour ça, il y a un certain nombre de, il peut y avoir des aides spécifiques, des bonus aux matériaux biosourcés. Je sais que la métropole de Lyon, cas du dispositif EcoRénov, avait mis l'an dernier des bonus aux matériaux biosourcés, aux énergies renouvelables, parce qu'effectivement, ces matériaux qui sont pas produits en même quantité que les laines minérales ou les isolants anti-polystyrène, forcément, ils ont un coût qui peut être plus important. Et puis parfois, en termes de pose, c'est parfois aussi un peu plus compliqué. Je ne sais pas si parmi les gens qui nous écoutent aujourd'hui, il y avait des gens qui étaient à la visite de la rénovation d'une maison qu'on a fait à Craponne il y a quelques semaines, mais il nous disait bien où c'était justement de l'ITE en fibre de bois, il nous disait bien que ne serait-ce que pour la couper, c'était un peu plus physique et chronophage que sur des matériaux classiques. Donc là, pareil, contactez nos collègues. On a des collègues spécialisés dans l'accompagnement des maisons individuelles, d'autres spécialisés dans l'accompagnement des copros. Et notamment, on accompagne des dizaines, et certainement même depuis qu'on le fait, des centaines de conseils syndicaux. Et on en a déjà pas mal qui ont fait les travaux. Et aujourd'hui, justement, on fait visiter des rénovations de projets qu'on a accompagnés il y a plusieurs années. Donc, n'hésitez pas à suivre le programme de visite, soit de la LTE sur le reste du Rhône, soit de l'ALEC sur la métropole de Lyon. C'est super formateur de pouvoir discuter avec un maître d'ouvrage, avec éventuellement la maîtrise d'œuvre, architecte, bureau d'études, des entreprises aussi. On essaye de faire en sorte qu'elles soient là. Quand on est en phase projet, c'est super formateur de participer à ce genre de visite. Ensuite, est-ce que entre une façade ventilée ou une isolation thermique par l'extérieur, tu as un avis technique là-dessus? Alors, C'est la première question, Olivier Guin. Olivier Guin. alors, Euh, je remonte. Moi, j'aurais tendance à dire que de toute façon, l'ITE, c'est quand même le top du top, mais et aussi bien pour l'été que pour l'hiver. C'est-à-dire que enfin, quand on voit des logements qui sont passés en ITE, quand on voit la différence au niveau des factures à l'année, voilà, pendant des années, on pensait que hiver. Aujourd'hui, on pense aussi à l'été. C'est quand même la meilleure solution, quoi. hmm, je suis d'accord avec toi. Une personne qui demande s'il y a des films protecteurs sur vitre que l'on pourrait mettre, qui réfléchirait le soleil et permettrait du coup de réduire les apports solaires chaleur. Alors, on a des systèmes de survitrage qui peuvent aussi bien faire. Il y a des systèmes pour l'hiver. Il me semble qu'on a aussi l'équivalent pour l'été. Je ne sais plus si on l'aborde dans la suite. Donc, on va voir sur les parties suivantes. Des tissus mouillés à mettre devant les fenêtres afin de générer de l'évaporation et baisser la température. Ça fait partie des choses quand on n'a pas d'autres options. Effectivement, comme on l'a dit, hein, quand on habite en copropriété en immeuble, on a beau éventuellement crever de chaud dans son appart. Si l'ensemble de la copropriété n'est pas d'accord, s'il n'y a pas un vote qui valide les travaux, et généralement, c'est pas un truc qui se fait en 5 minutes, ça peut prendre du temps. Donc, effectivement, des fois, il faut trouver des systèmes alternatifs et que, effectivement, quand le linge sèche, ça refroidit. Donc, oui, ça se fait. Ça se fait. Est-ce que le type de matériau des brise-soleil, bois ou métal, peuvent avoir un impact sur le confort d'été? Le métal va avoir tendance à lui-même accumuler et rayonner de la chaleur. Donc, j'aurais tendance à dire il faut éviter le métal. Moi, j'ai le cas pour mon jardin où j'ai les brandes, les systèmes de bruyère qui sont assez fatigués, qu'il faut que je remplace par autre chose. Clairement, je me dis,
Ce qui serait peut-être le plus durable et qui varierait le moins au niveau visuel dans le temps, ça serait du métal, sauf qu'en fait, je ne vais pas aller me coller des radiateurs qui vont aller accumuler de la chaleur et la restituer. Donc effectivement, j'aurais tendance à éviter le métal. Ensuite, on a une question sur la RT 2005, mais là, il faudra appeler nos conseillers pour avoir un niveau de détail technique. Voilà, donc celle-là, je propose de ne pas en parler. Et puis, il y en a une sur la couleur blanche, mais je pense que tu y viens plus tard. On devrait en parler un petit peu. euh, et que pour répondre à cette question, de toute façon, généralement, quand on change au visuel, il faut faire une demande de Voilà. travaux. Donc je pense que ça rejoint ce qu'on appelle le cool roofing. En tout cas, c'est dans cette idée-là. Alors, du coup, on enchaîne et puis du coup, on verra si on a assez de temps après pour d'autres questions. Oui, de toute façon, c'est des questions RT 2005 qu'il reste. Yes. Alors, donc on va parler de bonnes pratiques pour maintenir un bon confort d'été. Donc déjà, ça peut être intéressant effectivement de mesurer les températures intérieures et extérieures et de voir à quel moment la renverse se fait. On a beaucoup parlé en France, avant que les canicules deviennent quasi annuelles, on a beaucoup parlé de la canicule de 2003 et en fait, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de victimes à cette période, c'est qu'en fait, les températures nocturnes ne baissaient pas et c'est ça qui a fatigué les organismes. En fait, normalement, quand même, dans un monde idéal, il fait moins chaud la nuit que la journée, ce qui permet de faire de la ventilation nocturne, de déstocker de la chaleur et ce qui permet aussi aux organismes de récupérer. On sait très bien qu'avec l'îlot de chaleur urbain, en tout cas si on ne fait rien, on risque d'avoir une augmentation des températures, en particulier en ville. Donc effectivement, ça peut être intéressant déjà de mesurer les températures pour, euh, pour voir à quel moment il faut faire un courant d'air. Après, il y a un truc qui est évident, hein, et ça, je veux dire, je pense que beaucoup d'entre vous le font de façon intuitive, c'est fermer les volets quand le soleil. Voilà, moi, tous les matins, c'est fermé côté est, tous les après-midi, c'est fermé côté ouest, quoi. Ça semble être une évidence. Donc, déstocker l'air chaud, c'est en gros faire ce qu'on appelle de la ventilation traversante, hein, donc c'est ouvrir des deux côtés. Euh, Quand effectivement on se retrouve notamment sur des résidences de bord de mer où parfois on n'a que des fenêtres côté mer pour avoir la vue sur la mer, quand on n'a pas la possibilité sous les toits de faire traverser l'air, c'est même à minuit, on a encore très chaud. La ventilation traversante, justement, voilà, permet de générer un courant d'air et donc de déstocker de la chaleur. Ensuite, on va maîtriser l'utilisation d'appareils qui émettent de la chaleur. Alors, c'est un truc qui va peut-être vous sembler étrange, mais on va éviter de faire des raclettes, des tartiflettes, des cuissons pendant des heures quand il fait déjà 35 dans la maison, parce qu'on va rajouter de la chaleur. De toute façon, voilà, il y a plein d'appareils qui émettent de la chaleur, mais évidemment, ceux qui ont pour rôle de transformer l'électricité en chaleur vont en émettre encore plus. Donc ça va être le cas du four. Ça va être évidemment le cas dans une moindre intensité des appareils de lavage, machine à laver, etc. Donc là, on va évidemment privilégier les programmes basse température. Ça nous semble quelque part un peu évident. On va beaucoup moins imaginer que ça va être le cas aussi de tous les appareils qui ont des veilles. Et moi, pour m'être amusé à faire des thermographies avec une caméra infrarouge aussi à l'intérieur de logement, j'arrivais à montrer aux gens tous leurs appareils en veille à la caméra infrarouge. Et on voyait très bien que quand les gens laissaient en veille tout ce qui était télé, box, décodeur, des modulateurs, etc., console, etc., et ben en fait, les appareils restaient chauds. Donc si on met la main dessus, on peut le sentir, mais pour les gens qui le font pas régulièrement, voilà, la caméra permet de visualiser ça très très bien. Donc voilà, supprimer l'éveil, à la fois pour réduire les factures d'énergie, mais à la fois pour réduire les apports internes. Euh, et un très bon exemple, c'est la boxe, quoi. Quand on a une bonne partie de la journée au boulot, que les enfants sont à l'école et qu'on se sert finalement de la boxe quand on rentre chez soi le soir, en tout cas pour les gens qui sont à l'extérieur la journée, effectivement, finalement, ça ne sert pas à grand-chose que la boxe consomme 24 heures sur 24. Et on se retrouve au final avec des appareils comme les box qui ont des consommations relativement importantes
par rapport à des appareils qu'on va utiliser quotidiennement. Voilà, donc ça c'est quelque part du bon sens. Euh, on émet de toute façon tous de la température, hein. Chacun d'entre nous émet à peu près 100 watts. On voit très bien, nous, quand on intervient, puisqu'on fait aussi régulièrement de la formation ou on intervient en milieu scolaire, pour avoir régulièrement donné des cours, je me suis retrouvé parfois en plein été devant des classes de 30 ou 50 étudiants. Vous sentez très bien les apports internes dans tous les sens du terme. Et effectivement, bah, quand vous avez 50 personnes, c'est comme si on rajoutait à peu près 5 radiateurs électriques de 1000 watts qui fonctionnent à fond. Donc forcément, à un moment, ça devient compliqué si on n'a pas la possibilité d'évacuer cette chaleur. Utiliser aussi bah, voilà, des ampoules basse conso, hein, pour les gens qui ont encore en stock des halogènes ou des ampoules basse consommation. C'est des ampoules qui ont des rendements de l'ordre de 5%. Donc 5% de la lumière 5% de l'électricité est transformée en lumière, 95% est perdu sous forme de chaleur. Donc forcément, vous allez rajouter aux apports internes. Donc là, désolé, parce qu'en grandissant le tableau, j'ai perdu en définition. Mais en tout cas, vous avez un exemple d'apport de chaleur en watts par jour et des équivalences en durée de fonctionnement d'un radiateur électrique de 1000 watts, hein, qui est un radiateur électrique entre guillemets un peu classique. Et donc, bah voilà, hein, sur une lampe basse conso, bah, l'utiliser 3 heures par jour, ça va vous rajouter 30 Wh par jour, donc l'équivalent d'un radiateur qui fonctionnerait pendant à peu près une minute. Et puis si on monte dans les appareils, bah, quand on passe sur un réfrigérateur, bon ça c'est 48 minutes, mais enfin le réfrigérateur, on ne va pas vous conseiller de le débrancher. Le four, généralement, c'est vite vu. De toute façon, on s'autorégule. Et puis c'est vrai qu'en été, on a quand même plus tendance à manger froid, salade et compagnie. Ça passe mieux. Et puis bah, quand on va sur les voilà, machines à laver dont je vous parlais, c'est quasiment un équivalent d'1h30 de radiateur électrique. Et alors le sèche-linge, lui, c'est 2h12. Donc clairement, le sèche-linge, on va éviter en été, d'autant plus que vous étendez ça dehors et en 30 minutes, même pas, c'est période de grosse chaleur, c'est sec. Donc voilà, ça peut paraître des évidences, mais c'est bien de rappeler certaines choses. Et puis voilà, cet équivalent radiateur électrique est quand même relativement parlant. Maîtriser l'émission de chaleur des appareils indispensables. Donc effectivement, on a tous besoin d'avoir de l'eau chaude sanitaire. Par contre, on peut limiter les pertes. Donc ces pertes, en hiver, elles vont faire consommer plus d'énergie, parce qu'il va falloir plus d'énergie pour chauffer l'eau chaude du ballon. En été, ça va être des pertes de chaleur qui vont venir réchauffer le logement. Donc vous avez des couvertures isolantes qu'on peut mettre autour d'un cumulus. Vous avez des systèmes de mousse qui vont permettre de calorifuger les tuyaux quand vous avez des canalisations qui vont circuler sur plusieurs mètres dans le logement. Ça, c'est pareil lors d'une balade thermographique chez une personne qui avait sa chaudière dans la cave. Et ben, je lui ai montré à la caméra infrarouge que tous les tuyaux étaient quasi rouge fluo. Elle me dit qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en gros, je lui dis vous perdez à peu près 10% de la facture d'énergie juste dans les tuyaux. Et donc, elle avait la porte du sous-sol avec un jour de 10 centimètres. Donc, effectivement, bah, c'était très, très simple. Et puis, la calorifugée des tuyaux, c'est vraiment quelques dizaines d'euros. C'est pas quelque chose qui coûte très cher et c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même. Donc là, on peut prendre deux, trois questions sur cette partie-là. Eh bien, nous avons une question. La question est comment choisir entre couper sa box et la domotique à la maison? Par rapport au tableau, je pense que ça faisait référence entre autres au tableau que tu as présenté sur les émissions de chaleur. Bah, en fait, il faut voir ce qui est indispensable. En fait, il faut voir. J'ai l'impression sur la domotique, en fait, que pas mal de gens en sont revenus. En fait, à un moment, on vendait ce côté la maison autonome et en fait, quelque part, ça avait tendance aussi à déresponsabiliser les gens. Donc après, bah, ça dépend forcément. Si vous avez des systèmes, si vous avez des systèmes d'alarme, si vous avez des systèmes, en fait, tout dépend ce que vous avez. Bon, ça va vraiment être au cas par cas et quels appareils vous avez.
forcément, pour un certain nombre d'appareils, on a besoin d'une connexion Internet. Si vous voulez voir si votre nounou ne martyrise pas vos enfants, c'est bien de garder la connexion. Mais en tout cas, voilà, voilà, ça va être vraiment au cas par cas. Donc là, voilà, n'hésitez pas à contacter les collègues. Puis Et je peut-être pense qu'il y que a des c'est moments, il y a peut-être des moments où on peut se passer de la domotique. Euh, je ne sais pas si elle est forcément utile, par exemple, la nuit. Est-ce que c'est pour pouvoir commander des choses à distance quand on n'est pas à la maison? Bon, voilà, après, c'est vrai que la domotique, elle nous permet aussi d'autres choses, hein. Il y a des gens qui, pour faire en sorte que leur maison semble habitée en été, arrivent à distance de temps en temps à mettre un peu de lumière ou à mettre de la musique. Enfin, faut vraiment, tout dépend un petit peu. C'est toujours affaire de compromis d'une manière générale. Eh bien, j'aurais pas dit mieux. C'était l'unique question. Ça, c'est Tu m'envoies ravi. Euh, donc, on va parler au système passif et aux bons usages de la clim, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas toujours la possibilité d'emménager dans un bâtiment qui a été construit récemment et de façon performante ou qui a été rénové de façon performante. Et que des fois, effectivement, bah, selon là où on va être dans le logement, si on se retrouve plein sud ou des façades plein ouest ou sous les toits, bah, effectivement, à un moment, ça va être compliqué. Et qu'on peut tenir 2, 3 jours de grosse chaleur, sauf que comme on sait que on va être sur une tendance où on aura des périodes de chaleur qui seront de plus en plus longues, il faut effectivement trouver des solutions. Donc on peut avoir des systèmes de VMC double flux, où là, du coup, c'est notamment utile en hiver pour récupérer des calories sur l'air extrait. Euh, il faut savoir qu'on a besoin de ventiler un logement, donc rendre un logement complètement étanche, on va dire le rendre plus étanche en termes énergétiques, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça aussi que parfois sur des rénovations, on fait des tests à la porte soufflante, on fait des tests d'étanchéité. Il ne faut pas évidemment que le logement soit totalement étanche, puisque à la fois chacun d'entre nous et les pièces humides dégagent de grandes quantités de vapeur d'eau, mais aussi on a tout un tas de matériel, de meubles, d'appareils, de produits qui vont nous relarguer dans l'atmosphère ce qu'on appelle des composés organiques volatiles, des formaldéhydes, donc tout ce qui va être panneaux de particules, colle, vernis, peinture, puis éventuellement tout un tas de produits en bombe qu'on va utiliser vont polluer l'air. Donc forcément, si vous calfeutrez totalement pour empêcher le froid ou le chaud de rentrer, bah, à un moment, vous allez vous retrouver avec une qualité de l'air intérieur mauvaise. Vous allez risquer aussi de développer des moisissures en n'évacuant pas l'air humide. Donc voilà, une VMC, c'est important. L'air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Et la VMC double flux, elle permet aussi d'améliorer le confort d'été. On peut avoir des systèmes de bypass avec justement des systèmes où en hiver, on aura des échanges de calories et où on n'en aura pas en été. Voilà, le but du jeu, en gros, c'est de pouvoir permettre de souffler en grande chaleur. D'abord, c'est de gagner de l'air frais en été. Bon, puis évidemment, la possibilité aussi de déstocker, de la chaleur. Donc voilà, ça c'est un intérêt de ce système. Bon, c'est de plus en plus les gens qui vendent ces systèmes-là intègrent la notion confort d'été. Voilà, puis ça permet aussi de récupérer de la chaleur gratuite en mi-saison en insufflant de l'air un peu plus chaud dans votre logement. Donc voilà, c'est intéressant. On a aussi des systèmes de filtres qui permettent d'améliorer la qualité de l'air. Donc voilà, ça c'est des choses qui se font de plus en plus. Vous avez des systèmes qu'on va appeler puits climatiques. Donc dans les autres noms, on va trouver puits provençal, puits canadien, selon que l'usage principal soit de faire du chaud ou du froid. Et ça va dépendre où est-ce qu'on est sur la planète. Il se trouve qu'en France, on est un peu à cheval entre avoir des besoins de garder de la chaleur en hiver et des besoins de se protéger de la chaleur en été. Donc ça, c'est des systèmes qui vont se faire essentiellement sur de la construction. Quand on est déjà installé, que vous avez déjà votre petit jardin, vos arbres, vos arbustes, vous allez rarement venir avec une pelle mécanique creuser des tranchées.
Le but du jeu, c'est d'enterrer des tuyaux entre 1,5 et 3 mètres de profondeur, puisqu'on sait que la température du sol, aussi bien en été qu'en hiver, tourne entre 12 et 14 degrés. On va faire donc une bouche d'entrée d'air dans le jardin, donc avec un système de filtre. On va avoir un conduit qui va être légèrement incliné pour pouvoir permettre l'évacuation des condensats. On va avoir une ventilation dans le logement qui va forcer l'air à passer dans ce tuyau-là. Et donc, on va pouvoir gagner plusieurs degrés en hiver, ce qui va limiter les besoins de chauffage. Et on va pouvoir gagner plusieurs degrés en été, ce qui va limiter les besoins de rafraîchissement. Donc ça, malheureusement, c'est quand même relativement peu courant. Mais en tout cas, c'est des systèmes qui fonctionnent. Moi, il y a quelques années, au début de ma carrière, quand j'étais conseiller énergie, où j'avais un de mes amis qui était venu me voir et du coup, il avait trouvé l'idée intéressante à partir du moment où, de toute façon, il avait déjà du terrassement à faire pour la construction de sa maison. Et ben, il avait mis en place un puits canadien et ce qui lui permet de gagner 4 à 5 degrés été comme hiver. Donc voilà, on parle de canadien quand on permet d'insuffler de l'air chaud dans l'habitat et provençal lorsqu'on permet de refroidir la température intérieure. Il y a pas mal d'autres systèmes, notamment dans les pays du Maghreb, dans d'autres pays chauds, qui permettent justement d'avoir des systèmes de tours, d'avoir des systèmes qui vont rafraîchir. Ça permet des économies d'énergie jusqu'à 20%. Ça permet d'améliorer le confort. Ça permet de bénéficier surtout d'une énergie propre, gratuite et inépuisable. Et donc voilà, et les coûts de maintenance sont très faibles. Le seul truc qu'on va dire et qu'on peut remarquer, c'est que le coût d'installation, par contre, il va être plus important, mais que quand on a une pelle mécanique pour le reste des travaux de la construction de la maison, on va dire que ça permet de répartir. Il faut aussi que l'installation elle soit soignée, ça va permettre d'évacuer les condensats. Et surtout, il faut qu'on soit sur des zones où on n'ait pas de problématique de radon, puisque le radon est un gaz qui est mauvais pour la santé. Et donc, on a des entreprises qui peuvent justement mesurer le radon. On sait qu'on a des zones où les sols sont plus propices à la formation de radon, notamment les sols granitiques. On va trouver plus de radon, par exemple, en Bretagne. Mais voilà, c'est des choses en tout cas à prendre en compte. Des choses plus simples, ça va être le brassage de l'air. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure et ça reprend le diagramme qu'on avait vu tout à l'heure. Un air mobile permet d'améliorer le ressenti et donc de supporter des températures plus chaudes. Donc, il y a les petits ventilateurs classiques, entre guillemets, mais les brasseurs d'air qu'on va mettre au plafond sont plus efficaces. Et donc, ça baisse la température ressentie de 2 à 3 degrés. Et généralement, c'est ces 2 à 3 degrés qui nous font passer de c'est supportable à c'est l'enfer. Donc, effectivement, c'est intéressant. Ils sont plus efficaces et généralement moins brillants que les ventilateurs sur pied. J'ai une de mes collègues qui nous a envoyé sur une boucle de discussion de l'ALEC son tout nouveau ventilateur et qui intègre un éclairage. Donc voilà, il y a un certain nombre de systèmes intéressants. Et surtout, ça permet de ne pas avoir recours à la clim. Je vous expliquerai tout à l'heure les intérêts et les inconvénients de la clim. Donc ça nous permet de faire jusqu'à 50% d'économie si il y a suppression d'une clim. Et donc ça permet d'avoir un renouvellement d'air continu. Donc là, on conseille, selon la surface de la maison, d'en mettre un ou plusieurs et de coupler éventuellement avec des ventilateurs sur pied ou des ventilateurs, voilà, que ça soit au bureau ou que ça soit à la maison, il y a des systèmes de ventilateurs. Et nous, il est vrai qu'à l'ALEC, on a fait en sorte d'essayer d'être un peu exemplaire et donc on fait en sorte de limiter au maximum, voire renoncer complètement à la clim dans nos locaux et d'avoir mis à disposition du personnel un certain nombre de ventilateurs. Donc évidemment, ça doit être couplé avec une bonne isolation, on en a déjà parlé. Alors, sur la clim, on comprend tout à fait que des gens n'aient pas d'autre choix que de climatiser quand justement les températures de leur logement dépassent des choses, des valeurs acceptables et surtout qu'ils n'ont pas les moyens financiers ou techniques de faire des travaux. Donc, les inconvénients de la clim. Une clim en fonctionnement, elle oblige à vivre toutes fenêtres et portes fermées.
Alors, il est vrai qu'on s'est habitué ces dernières années à vivre fenêtres et portes fermées, mais c'est à cause des moustiques tigres. Donc ça devient quelque part une habitude. Après, quand on a des enfants, effectivement, qui rentrent, qui sortent, bah, c'est forcément ça perturbe. Et surtout, on va éviter ce qu'on voit dans un certain nombre de magasins qui s'équipent de clim en dépannage. Avec les collègues, on s'amuse aussi à se faire un petit bêtisier des installations de clim les plus hallucinantes. Et vous voyez ben, des magasins dans Lyon avec des clims mobiles et avec le tuyau de la clim qui recrache la chaleur par une fenêtre, par une porte ou une fenêtre entrouverte. Donc là, en gros, vous climatisez la rue en termes de performance énergétique et de facture énergétique, c'est catastrophique. On a des appareils qui peuvent être bruyants. C'est le problème qu'on a aussi sur un certain nombre de pompes à chaleur réversibles. Les coûts d'achat d'installation ne sont pas négligeables. Mais le problème qu'on va avoir au niveau global, bah, c'est que la génération de l'emploi de climatiseurs va faire augmenter les consommations d'électricité en été. Et historiquement, bah, on avait des pics de conso d'électricité en hiver à cause du chauffage électrique, et que maintenant on commence à en avoir aussi l'été. Et ça pose un problème parce qu'il se trouve que bah, l'été, il y a de moins en moins d'eau dans les cours d'eau, donc il y a de moins en moins de production d'hydroélectricité. Il y a de moins en moins d'eau dans les cours d'eau, ce qui joue aussi sur le refroidissement possible des centrales nucléaires. Vous avez des refroidissements de centrales qui se font par aéro-réfrigérant, mais d'autres centrales qui renvoient l'eau dans les cours d'eau. Et que forcément, bah, si vous renvoyez de l'eau chaude, la faune ne va pas apprécier énormément. Et que de plus en plus, avec cette baisse des débits de nos fleuves et nos rivières en été, on va avoir on va avoir aussi une concurrence pour les usages de l'eau, que ce soit les usages agricoles. Et aujourd'hui, bah, il va falloir qu'on trouve à planter autre chose que du maïs qui sert essentiellement à nourrir du bétail et qui pompe des quantités d'eau phénoménales. Il va falloir qu'on se tourne vers des pratiques de pays plus secs, notamment du sorgho et d'autres choses comme ça, qu'on fasse évoluer nos pratiques agricoles. Il y a une concurrence, bah, évidemment, avec les énergéticiens qui voudraient eux, avoir beaucoup d'eau pour turbiner. Les écologistes, les pêcheurs voudraient de l'eau pour que les populations piscicoles survivent. Donc voilà, et puis évidemment, bah, moins il y a d'eau, plus les cours d'eau eutrophisent, moins il y a d'oxygène, plus il y a de mortalité, etc., etc. On a aussi un problème d'extraction d'air chaud qui vont augmenter le réchauffement de l'air et les îlots de chaleur urbains. Quand on passe fréquemment de l'intérieur climatisé à l'extérieur non climatisé, ça peut provoquer des chocs thermiques nocifs pour votre santé. Et ça, personnellement, à l'époque où on avait des locaux avec des gens qui abusaient un peu de la clim, bah, moi j'en ai une écharpe en plein été parce que mon bureau était juste sous la bouche de soufflage et que effectivement au bout de quelques heures on se retrouve avec le cou, la nuque et généralement la crève qui va bien. Et donc c'est pour ça qu'on insiste sur 4 à 5 degrés de différence par rapport à l'extérieur. Voilà, 7 maximum, mais surtout pas des clims à 20 degrés quand il fait 35 dehors. Ça, pour choper la crève, il y a rien de pire. On sait aussi, bah, évidemment, que leur installation, ça fait augmenter les factures énergétiques et qu'aujourd'hui, on a une énergie qui augmente régulièrement. On avait une des électricités parmi les moins chères d'Europe. Bon, bah voilà, on a un rattrapage par rapport à d'autres pays. Il faut savoir que c'est quelque chose de relativement inéluctable. On a des énergies fossiles qui s'épuisent. On a une électricité qui coûte de plus en plus cher parce que aussi elle est souvent de plus en plus compliquée à produire. Et donc, forcément, les factures augmentent. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de limiter les besoins en isolant, en trouvant des systèmes alternatifs. Et quand on utilise la clim, bah, on l'utilise intelligemment, c'est-à-dire qu'on évite de la mettre trop froid. Et puis, bah, peut-être pas en permanence non plus. Après, j'ai rajouté une diapo sur la présentation qui parle des impacts de la clim en matière de climat. L'industrie du froid, euh, elle est mine de rien responsable d'une bonne partie des émissions de gaz à effet de serre. En 2020, ça représentait 4,8 millions de tonnes équivalent CO2. Et il se trouve que tous les gaz n'ont pas les mêmes pouvoirs de réchauffement que le CO2 et qu'on compare régulièrement un certain nombre de gaz par rapport au CO2. Le méthane, qui est un gaz
qui est aussi produit notamment beaucoup par l'élevage, et a un pouvoir de réchauffement global de 25 fois à peu près celui du CO2. Le problème, c'est que la clim, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Quelque part, il faut comprendre un truc, plus on va climatiser, plus on va réchauffer la planète. En 2015, on a quand même eu des accords internationaux qui ont marqué la fin de l'utilisation de ce qu'on appelait les CFC, chlorofluorocarbones, et des HCFC, les hydrochlorofluorocarbones. Donc ça, c'est une très bonne chose. Dans les rares raisons de se réjouir en termes environnementaux, il y a notamment le fait qu'effectivement, d'interdire tout ça a permis de limiter justement l'augmentation du trou de la couche d'ozone, et ça, c'est quelque chose d'intéressant. On a besoin d'ozone pour nous protéger dans la haute atmosphère. Euh, on n'a pas besoin d'ozone qui est lié notamment à la pollution des voitures dans nos villes. Le problème, c'est que l'ozone qui nous ennuie, nous, et qui nous pose des problèmes de santé, va pas rejoindre l'autre. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Et en tout cas, voilà, on a interdit un certain nombre de ces gaz. Et voilà, beaucoup de gens mélangent réchauffement climatique et trou de la couche d'ozone. Certains gaz jouent sur les deux, mais c'est pas la même chose. Le réchauffement climatique est lié à l'effet de serre, donc le principe de la serre qu'on utilise pour cultiver les légumes. Le trou de la couche d'ozone est lié à un aspect chimique, c'est-à-dire en gros des molécules qui vont aller en manger d'autres. Donc voilà, il peut y avoir des liens, mais il ne faut pas mélanger les deux choses. La nouvelle réglementation européenne sur les fluides frigorigènes, elle a impliqué de nombreux changements dans l'utilisation des réfrigérants en 2024, ça c'est une bonne chose. L'interdiction des HFC entrera en vigueur en 2030, où là, on devra avoir des installations frigorifiques tout alimentées par des fluides frigorigènes naturels. En gros, généralement, plus on a des gaz chimiques, plus ils sont impactants. Et pour qu'un fluide frigorigène soit autorisé sur les installations frigorifiques à partir de 2030, il faudra qu'il ait un pouvoir de réchauffement global, ou GWP à l'anglaise, inférieur à 150. 150 fois le pouvoir de réchauffement du CO2. Et déjà, c'est un objectif pour dans 6 ans, et c'est un objectif entre guillemets ambitieux. Alors, ça peut paraître énorme, hein. L'idéal, ça serait qu'on soit à l'équivalent du CO2. On y arrivera peut-être un jour. Sauf que les CFC dont on parle, et qui ont été interdits, ils avaient des pouvoirs de réchauffement de 10 700 fois le CO2. Les HFC de 1810 fois. Donc voilà, on s'améliore. On a des fluides qui ont des pouvoirs de réchauffement de 1. Donc voilà, il y a tout un tas de recherches, etc., etc. Et un jour ou l'autre, en tout cas dans le futur, on aura certainement des clims qui nous permettront d'avoir des systèmes beaucoup plus neutres sur le climat. Et heureusement, parce que ces chiffres-là montrent bien qu'il n'y a pas besoin que ces gaz soient émis en quantité aussi importante que le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote pour avoir des pouvoirs de réchauffement, mine de rien, importants. Donc voilà, vous avez un certain nombre de scénarios qui correspondent au scénario ADEME avec les émissions qu'on avait en 2020. Donc vous avez en vert foncé les émissions associées au gaz frigorigène et en vert clair les émissions associées aux consommations d'énergie. Donc effectivement, première chose, c'est déjà d'arriver à fortement réduire les émissions associées au gaz frigorigène. Et on voit que mine de rien, bah voilà, on va sacrément les réduire. Donc après, il y a plusieurs scénarios, mais on sait par contre qu'on aura certainement une augmentation des consommations d'énergie parce qu'on voit très bien que ça fait partie de ce qu'on appelle les nouveaux usages. Et dans les nouveaux usages, on a deux usages qui explosent ces dernières années. Vous avez le numérique et vous avez la climatisation, qui sont de moins en moins nouveaux d'ailleurs, je vous l'accorde. Donc, quand on veut acheter une clim, bah, il faut essayer quand même d'acheter un appareil le plus performant. Et aujourd'hui, vous avez, comme sur les autres appareils électroménagers, des niveaux de performance avec éventuellement, pour les systèmes qui sont réversibles, le niveau de performance sur la production de froid et sur la production de chaud. Donc voilà, ça c'est un peu le principe de l'étiquette que vous avez sur votre frigo, sur la machine à laver, sur plein d'autres appareils. On a différents systèmes de clim. Donc, vous avez le monobloc qui est le moins cher, qui va bien pour des petites pièces, mais qui
pose généralement un petit souci, c'est comment on évacue la chaleur, et c'est dont je vous parlais tout à l'heure pour pas mal de commerces qui ont la fenêtre entrebâillée. Donc l'idéal, ça serait d'avoir un trou dans une cloison avec un système étanche pour évacuer cette chaleur. Donc ça, on va dire que c'est du dépannage. Et puis après, bah, vous avez des systèmes avec des systèmes fixés en façade et des splits qui vont aller souffler l'air à l'intérieur du logement, et avec parfois plusieurs splits installés selon la configuration et la surface de la maison. Voilà, faut éviter de se précipiter sur du matériel bas de gamme au moment des canicules. Vous prenez le risque d'acheter des produits qui sont peu fiables, qui sont peu efficaces, qui sont gourmands en énergie, qui vont vous coûter quand même des sous. Et donc, moi, je vous conseille vivement, ça c'est quelque chose qui est récurrent dans nos conférences, de nous appeler, de contacter un de nos conseillers énergie-climat, parce que c'est leur boulot. Et surtout, on n'a rien à vous vendre. On ne vous vendra jamais, on ne vous dira jamais d'aller acheter telle ou telle marque, d'aller chez telle ou telle personne. On est là pour faire en sorte que vous ayez les choix les plus adaptés à votre logement, à votre budget. Et parfois, quand il y a des aides, ben, faire en sorte de vous informer sur les aides qui existent. Donc là, évidemment, ben, la fenêtre, elle sera fermée, ce qui va déjà éviter à l'air chaud de rentrer. Donc, vous avez des systèmes qu'on dit réversibles. Alors bon, on préfère parler de pompe à chaleur réversible que de clim réversible. Bon, vous avez, en gros, selon là où les pompes à chaleur, on va dire, c'est selon là où elles vont prélever les calories et selon là où elles vont les rejeter, ça va différencier les systèmes. Donc, généralement, les systèmes les plus performants sont les systèmes qui prennent les calories dans le sol, que ce soit des capteurs horizontaux dans le jardin ou des systèmes verticaux. Mais ces systèmes-là sont généralement plus coûteux. Et ensuite, vous avez des systèmes qui sont généralement un peu moins performants, qui sont des systèmes sur air, donc qui prennent les calories dans l'air extérieur, qui vont les rejeter soit en soufflant de l'air, ça c'est moins performant, soit en renvoyant sur des systèmes à eau, plancher chauffant, mur chauffant, radiateur. Et là, en termes de diffusion du chaud ou du froid, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, on sera sur quelque chose de plus performant. Voilà, donc pas oublier que c'est des systèmes qui peuvent être sur les systèmes avec des unités extérieures qui peuvent être bruyants et donc qui peuvent quand on est sur des maisons de ville assez proches les unes des autres, qui peuvent vous poser quelques petits soucis de voisinage. Donc voilà le certain nombre de choses à savoir. On va prendre une dernière série de questions-réponses, si Jessica ne s'est endormie pendant ce temps. Mais non, je bois tes paroles, hein, Sylvain. Alors, les VMC double flux, est-ce que c'est compatible avec les appartements ou alors les immeubles? Bah, généralement on est dépendant souvent sur les immeubles de colonnes d'aspiration, de choses qu'on va trouver. Donc parfois oui, parfois non. Ça dépend vraiment de là où vous êtes et de la configuration. Sur des vieux logements, on va retrouver des endroits où il n'y a même pas de ventilation du tout, ou parfois on a des espèces de bouches d'aération. Moi, je me rappelle à l'ancienne, j'ai connu des bouches plastiques, bon voilà, des grilles au-dessus des fenêtres qu'il faut surtout pas boucher d'ailleurs, parce que ça va perturber. Donc là, ça va dépendre un petit peu. Ça va dépendre un petit peu. Vous avez, bah, selon que vous habitiez en maison ou en appart, vous avez aussi la possibilité de retrouver des fiches de site sur notre cartographie, sur nos deux sites, et qui vont vous montrer des exemples justement de maisons et de copros rénovées et de quel système ils y ont mis. Donc vous pourrez aussi bien voir ce qu'ils y ont mis en matière d'isolant, qu'en matière de système de chauffage, qu'en matière de système de ventilation. Et donc ça peut être... voilà, vous avez un système où vous pouvez cocher, c'est le type de bâtiment que vous voulez, selon que vous cherchiez du tertiaire, du collectif, du logement, de l'individuel, etc., etc. Et du coup, vous allez pouvoir retrouver des fiches de site qui vont pouvoir éventuellement correspondre à votre cas de figure. Merci pour la réponse. Concernant le brasseur d'air, est-ce que quand on a hauteur de plus de 3 mètres, ça reste pertinent d'en mettre un? Bah, généralement, ils arrivent quand même à faire descendre un peu l'air, donc ça peut être pas mal après avoir. On peut Est-ce que choisir la, toi, on peut t'as pas... choisir la dimension en fonction du volume de la pièce et de la hauteur de la pièce, en fait. Donc, la Ouais. réponse est oui.
Bon, il y a deux remarques. Il y en a une que j'ai un peu du mal à saisir. Quid des rafraîchisseurs d'air? Alors, ça dépend à quel appareil on fait référence. Oui, moi j'ai du mal. Donc Peut-être si vous pouvez préciser. si c'est M Honoré comme Michael Honoré, je ne sais pas. Ensuite, je te lis la question. Concernant le climatisateur avec unité extérieure dans une copropriété, son installation empêche les personnes n'ayant pas de climatiseur d'ouvrir les fenêtres la nuit à cause du bruit, donc de rafraîchir le logement. C'est une remarque. Ça fait partie de ce que je disais. En copro, on fait pas ce qu'on veut, et quelque part, heureusement. Et donc, effectivement, c'est des choses à prendre en compte, hein, là. Hmm. Alors, les gaz frigorigènes dans les pompes à chaleur sont-elles plus vertueux que dans les clims? Pardon, excuse-moi, Est-ce c'est coupé. qu'il y a les mêmes gaz dans les clims que dans les packs? Bah, en fait, souvent, en fait, une clim, c'est une PAC qui fait que du froid, mais en gros, généralement, oui. Après, tout dépend de l'année et tout dépend de la qualité. On va dire, je vous ai présenté un certain nombre de fluides. Effectivement, on a interdit aujourd'hui les pires, mais aujourd'hui, sur le marché, vous pouvez encore trouver différents types de fluides. Donc voilà, c'est. Après, je pense là sur la question d'avant, parce que en même temps, je réfléchissais. Euh, en gros, en gros, un rafraîchisseur d'air, c'est un truc effectivement qui va permettre de rafraîchir, comme son nom l'indique, de l'air, mais qui coûte moins cher qu'une clim et qui n'utilise pas de gaz frigorigène. Bon, voilà. Mais ça permet de gagner que quelques degrés. C'est simple à utiliser. Voilà, il faut juste penser à aérer régulièrement la pièce pour pas la saturer en humidité. Donc voilà, c'est toujours pareil. D'un autre côté, si on doit aérer régulièrement la pièce et que la nuit, les températures baissent pas trop, bon voilà. Après, on va dire qu'il faut éviter les cubes rafraîchisseurs qui sont vendus à 50 euros. Bon, là, l'efficacité, on va pas se voiler la face, c'est quasi nul. Par contre, effectivement, c'est un intermédiaire, on va dire, entre un ventilateur ou un complément à un ventilateur, si on veut pas aller sur la clim. Et puis, comme je disais, bah, une clim, notamment les monoblocs où beaucoup de gens sont équipés, bah, c'est comment on évacue la chaleur. Si c'est l'évacuer avec une fenêtre ouverte, ça plombe un peu le système. Toujours sur la clim, est-ce qu'un cache-clim est sans danger sur le fonctionnement de la clim en elle-même? Le cache-clim sur le groupe extérieur. Ouais, bah ça c'est à la fois sur l'aspect esthétique, sur éviter. Ça généralement c'est conçu pour. Ça évite. Oui, si ça peut être une solution. Enfin, moi j'en vois pas mal. Et que pensez-vous des systèmes clim-pack invisibles? Moi, je ne connais pas. Moi non plus. Réversible peut-être? Je ne sais pas. Est-ce que Sam CH veut compléter? J'ai envie de te dire climat visible, je ne vois pas. Euh, non, n'hésitez pas, voilà, quoi. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous les envoyer. Là, on est à peu près arrivé à la durée habituelle du webinaire, donc il faut qu'on songe à conclure, me semble-t-il. Je récupère la main là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire en complément? On peut passer à la diapo suivante en complément, où justement on a quelques documentations que vous pouvez retrouver en ligne ou qu'on peut vous envoyer donc sur comment garder son logement frais en été. On a une fiche qu'on a réalisée, nos deux structures, avec un certain nombre de conseils. Je peux vous parler aussi de la tournée confort d'été de l'ALEC, dont vous retrouverez les dates sur notre site internet, et qui sera ce samedi, Lyon 4e à la Croix-Rousse, puisque j'y suis. Donc ça, celle-là, je l'ai retenue, on l'a inaugurée il y a quelques jours. Et puis voici les contacts de nos deux structures. Donc il y a un seul numéro de téléphone, c'est comme à beaucoup d'endroits, on va vous demander si vous êtes sur la métropole ou hors métropole. Dans un cas, il faudra taper 1, dans l'autre cas, il faudra taper 2. Et si nos conseillers ne vous répondent pas à la minute, c'est qu'ils sont très occupés, mais en tout cas, on fait en sorte de traiter toutes les demandes.
même si parfois ça prend du temps, parce que selon les périodes de l'année, bah, il y a des moments où effectivement nos collègues sont assez submergés. En tout cas, on vous remercie d'avoir participé à cette nouvelle édition. Donc, c'était la troisième édition de webinaire de cette année. Donc, on a parlé aide financière en début d'année. On a fait une un peu plus sur la réno en maison individuelle. La prochaine, on a prévu normalement, je crois, de parler d'énergie solaire, Oui. solaire thermique, photovoltaïque, etc. Euh, on fera sans doute la dernière sur le chauffage bois cette année. Toutes ces éditions, comme on vous l'a dit, sont enregistrées. Elles sont disponibles en replay sur nos chaînes YouTube de nos deux structures. Et puis vous pouvez retrouver sur nos sites internet et sur nos chaînes YouTube plein de matières, plein d'autres petits films, petites vidéos qui peuvent justement vous donner des infos complémentaires pour à la fois mieux vivre cet été chez vous et surtout bah, réduire vos consos d'énergie et améliorer votre confort. En tout cas, on vous souhaite une très bonne soirée. Je te remercie, Jessica, d'avoir été là ce soir et on vous dit à très bientôt. À Bonne très fin de bientôt. journée. Au revoir. Je peux te laisser arrêter la session, Jessica.